Je préfère vous prévenir avant que la vidéo commence que ce que vous allez voir et entendre dans cette vidéo, eh bien, c'est la chose la plus angoissante que vous ayez à vivre un jour. Ça vous arrivera jamais. Et le niveau d'angoisse dépasse même, très probablement, l'histoire du sous-marin Titan. Vous vous souvenez, le petit sous-marin qui avait coulé. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui n'a pas beaucoup été évoquée en France et il a été très difficile de regrouper les informations. Tout va se passer le 25 février 2022 et il y a 5 personnes qui vont se faire aspirer dans un pipeline en pleine mer. Le 25 février 2022, 5 plongeurs employés par la société pétrolière Paria Fuel Trading Company Limited de Trinité et Tobago aux Caraïbes se retrouvent donc aspirés et bloqués dans un tuyau pétrolier de 76 cm de diamètre. 76 cm, c'est à peu près ça, hein. C'est un tuyau grand comme ça, aspiré là-dedans. Ce tuyau, il est rempli d'eau et de pétrole et on est sur le site de forage de Pointe-à-Pierre, juste ici, sur la carte. Et donc ici, vous allez savoir comment tout cela s'est produit, mais aussi comment tout cela c'est terminé. L'aspect technique dans cette affaire, il est complètement incroyable, et c'est pour ça que je vais vous en parler. Les dirigeants de cette société pétrolière soutiendront que tout ce qui était en leur pouvoir avait été fait pour secourir les 4 plongeurs. Et vous allez voir que dans cette vidéo, qu'au-delà des tentatives de dissimulation, eh bien la vérité est bien plus sombre encore. Comme je vous le disais, on est le 25 février 2022 à Pointe-à-Pierre et une déclaration officielle vient d'être publiée par Paria Fuel Trading Company. Cette déclaration officielle décrit un incident impliquant 5 plongeurs. Ce sont des plongeurs privés de la société LMCS. Donc ils sont pas employés par la société pétrolière à proprement parler, ils travaillent en tant que sous-traitants. Eh bien ces 5 plongeurs ont disparu des radars lors d'un exercice d'entretien sous-marin de maintenance. La compagnie pétrolière déclare qu'un incident inexpliqué a entraîné la perte de vue de l'équipe de plongeurs qui était visible du quai jusque-là. Ils les voyaient bien travailler et au bout d'un moment, ils ont complètement disparu. Donc ça, c'est ce que rapporte la compagnie pétrolière. Elle précise que les protocoles de gestion des incidents ont été déclenchés immédiatement et qu'un membre a été secouru grâce à ça. Le plongeur Chris Boudram. Et le pire dans tout ça, c'est que il y en avait un qui filmait avec sa GoPro, donc il y a le son et l'image. Le seul survivant, Chris Boudram, il accable la société pétrolière, déclarant que lui et ses collègues ont dû lutter pour vivre en restant confinés dans une poche d'air, immergés quasiment en totalité dans du pétrole. Certains d'entre eux ayant des membres fracturés et des plaies ouvertes. Pour appuyer ces dires, un enregistrement visuel et audio, comme je vous l'ai dit, de la GoPro de Kazim Jeremia sera retrouvé. Et comme je vous l'ai dit également, le contenu de cet enregistrement, il fait froid dans le dos, mais d'une force que vous pouvez pas imaginer. Une agonie cauchemardesque à 16 mètres de profondeur. Ce fameux jour du 25 février 2022, Fizal Kurban, Youssouf Henry, Kazim Jeremia Ali Jr., Richie Nagassar, Chris Boudram doivent travailler sur une partie montante du pipeline 36. Tout ça au large du port de Pointe-à-Pierre. Rapidement, pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est un pipeline, on va l'appeler tuyau pour simplifier, eh bien c'est une construction cylindrique destinée à transporter sous pression et sur de grandes distances des matières fluides. C'est un système industriel constitué de tubes et d'accessoires. Donc sur ce gros tuyau qui transporte du fuel, du pétrole, du gaz, que vous voulez, eh bien il y a des robinets, des vannes, voilà. Et donc ces tuyaux, ils sont souvent organisés en réseau, c'est-à-dire qui se rejoignent, ils se séparent, etc. Les produits qui sont généralement transportés par ce genre de tuyaux, eh bien ce sont souvent le pétrole et autres hydrocarbures liquides, le gaz naturel et autres gaz combustibles. Mais des fois, on transporte aussi certains produits chimiques avec. Mais dans le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, eh bien le tuyau est de type déchargement en U, comme on l'appelle. Cette conception qui est très particulière, eh bien elle va permettre à un bateau pétrolier de vider son pétrole de manière plus efficace, vers une installation terrestre de stockage ou de traitement. Il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour comprendre ce qui s'est passé. Donc vous avez un bateau pétrolier qui est plein à ras-bord, qui arrive pour se décharger. Donc il s'amarre à une bouée d'amarrage spéciale ou à une structure flottante conçue à cet effet dans la zone offshore. C'est-à-dire qu'il arrive de la mer, voilà, et donc près des côtes, en eau profonde quand même, eh bien il y a une sorte de bouée ou une structure sur laquelle il vient s'accrocher. Le tuyau en forme de U est connecté au bateau pétrolier d'un côté et à l'installation terrestre de l'autre côté. Il arrive vers cette structure qui est au bord de l'eau et il se connecte au tuyau pour se vider. Le pétrole est ensuite pompé du bateau pétrolier à travers le tuyau sous-marin jusqu'à l'installation terrestre, où comme je vous l'ai dit, il peut être stocké, raffiné ou traité selon les besoins. La conception en forme de U permet de maintenir un écoulement continu du pétrole, parce qu'en fait la gravité elle aide à drainer efficacement le contenu du navire vers l'installation terrestre, sans nécessiter une grande quantité de pompe, ce qui est plutôt avantageux et économique pour transporter des grosses quantités de pétrole sans dépenser trop d'argent dans des pompes, de l'électricité, etc. Et ça fait de la maintenance en moins. Dans le cas dont je vous parle aujourd'hui, le tuyau n'est pas en service.
Chris, il descend à 16 mètres de profondeur et s'étend sur 365 mètres de longueur. Pour vous donner un ordre de distance, cela représente 4 terrains de foot alignés. Le conduit du tuyau a un diamètre de 76 cm. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Vous avez un tuyau en pleine mer qui descend à 16 mètres et ensuite il va vers la terre pendant 365 mètres. Donc le fameux U comme ça. Pour les 5 plongeurs professionnels aguerris, c'est une journée tout à fait ordinaire que d'effectuer des tâches de maintenance sur ce type de structure. Et il y a d'ailleurs une réunion de travail qui s'est tenue plus tôt dans la matinée. Chris dira notamment qu'ils ont discuté du travail à réaliser, de ses étapes et dangers potentiels. Ce qui fait évidemment partie de la procédure normale parce que c'est extrêmement dangereux d'aller travailler dans ce genre de choses. Ce même jour, Fizal Kurban a demandé à Chris de voir si une autre équipe avait testé le tuyau avant qu'il n'y aille. Parce qu'en fait, ils avaient eu vent de problèmes de joints notamment. Chris lui répond que non, aucun test n'a été fait. La compagnie pétrolière et le sous-traitant, donc LMCS, ils vont parler de ce sujet pendant le déjeuner. Après le déjeuner, l'un des plongeurs, Kazim, a informé l'équipage que l'autorisation de continuer sans le test était accordée. Là, vous comprenez que les problèmes vont peut-être arriver. Normalement, on devait faire des tests de sécurité annulés, on y va quand même, et à partir de ce moment-là, ils ont le droit et l'autorisation d'accéder aux zones du tuyau ayant besoin d'être réparées. Mais avant tout ça, ils doivent absolument séparer l'eau à l'entrée du tuyau. Parce que le tuyau, il est sous l'eau, et eux, ils doivent l'ouvrir. Le problème, s'ils l'ouvrent sous l'eau, bah, il y a plein de flotte qui va rentrer là où il devrait y avoir que du pétrole. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont installer une cloche dans laquelle ils vont évidemment chasser l'eau, et dans laquelle ils vont rentrer, et comme ça, ils pourront travailler au sec, sur l'entrée du tuyau. Donc comme je vous disais, une cloche d'habitat spécial doit être placée au-dessus de la partie montante du U. Pour vous aider à y voir un petit peu plus clair, il s'agit d'une structure cubique d'environ 2,40 m sur 2,40 m, qui une fois placée au-dessus de l'entrée du tuyau, va chasser puissamment l'eau de mer et la pousse vers le bas en y soufflant de l'air. Et comme je vous l'ai dit, ça va permettre aux plongeurs de retirer leur équipement de plongée et de travailler au sec tout en utilisant facilement leurs outils. Vous avez déjà vu le grand bleu, ils descendent sous l'eau avec une espèce de cloche. Bah c'est un peu le même principe. L'une des tâches qu'ils doivent accomplir consiste à retirer un bouchon gonflable du berce 6. Alors le terme berce, il est utilisé pour désigner un emplacement spécifique ou une place d'accostage pour un navire dans un port ou un terminal pétrolier. Plus précisément, c'est l'endroit où un navire pétrolier peut s'amarrer ou accoster pour charger ou décharger des produits pétroliers. Et dans le cas présent, il s'agit donc de l'une des deux parties du montant du... Faut imaginer, le tuyau, il fait comme ça. Vous avez berce 6 et berce 5. Une entrée, berce. Mais revenons au bouchon, parce que c'est le bouchon qui nous intéresse. Donc ce bouchon, il a été inséré il y a presque 2 semaines dans le but de préserver le pétrole contenu à l'intérieur du tuyau, et ainsi empêcher toute fuite d'hydrocarbures. Ce dispositif, il constitue une barrière hermétique conçue pour résister fermement à la pression exercée par la cloche d'habitat. On voit sur la GoPro de l'un des plongeurs qui était activé qu'il attrape une clé à molette et qu'il nage jusqu'à la cloche d'habitat. Une fois arrivé sur place, il passe la clé à molette à ses collègues, travaillant autour de l'entrée du tuyau. Puis il va se hisser sur le rebord pour retirer son équipement de plongée. Sauf qu'en retirant le bouchon, la cloche d'habitat, donc là où ils sont, dans cette espèce de poche d'air sous l'eau, eh bien, elle va se mettre d'un coup à se remplir d'eau. Et ça, c'est pas normal. Chris a à peine le temps de dire « Aliou, que se passe-t-il? Regardez ce truc se remplir. Sortons d'ici. » Puis en quelques secondes, les images deviennent sombres et le son terrifiant d'un vortex surgit. Les 5 plongeurs et tout leur équipement sont absorbés violemment dans un tourbillon d'eau, les aspirant profondément dans le tuyau de pétrole. Donc là, faut imaginer qu'il y a 5 mecs qui sont en train de se faire aspirer dans un vortex de flotte, dans un tuyau de 76 cm qui contient normalement du pétrole. Est-ce que vous sentez un petit peu l'angoisse monter? Moi, je la sens. Et en fait, ce qui vient de se produire, eh bien, c'est connu. On appelle ça un incident de pression. Plus précisément, on appelle ça un incident de delta P, de delta pression, de différentiel de pression. Le delta P ou pression différentielle fait généralement référence à la chute de pression dans un système de tuyauterie. Et devinez quoi? Le risque avec ce fameux delta P, cet accident delta P, eh bien, il n'a jamais été évoqué durant la réunion de sécurité du matin. Et cet accident vient de se produire. Les 5 mecs viennent de se faire aspirer. À ce stade, vous pensez que les plongeurs sont forcément morts noyés dans le tuyau rempli de pétrole? Eh bien, figurez-vous que pas du tout. Leur agonie, elle ne fait que commencer. Ironie du sort ou pas, les 5 plongeurs ont survécu grâce à une poche d'air présente qui n'aurait jamais dû être là. Cette poche d'air qui les a condamnés les a aussi sauvés. Ou du moins au départ. Au final, les 5 plongeurs sont coincés dans le tuyau. Les plongeurs, ils sont au moins à 16 mètres de profondeur. Rappelez-vous, le tuyau, il descend à 16 mètres, puis après, 365 mètres, comme ça, à l'horizontale. Donc on sait déjà qu'ils sont à au moins 16 mètres de profondeur dans le tuyau, dans le pétrole. Faut bien se rendre compte, 365 mètres, c'est énorme. Donc ils peuvent être
partout. C'est tellement inattendu qu'ils comprennent à peine ce qu'il se passe réellement. Ils sont dans le noir total. Oui, parce que je vous rappelle qu'en fait, ils sont en vie. Hein. Les 5 mecs dans le tuyau sont évidemment complètement abasourdis et blessés assez grièvement. Ils ont du pétrole plein les yeux et dans la bouche. S'ensuivent des appels de douleur et des gémissements. La violence de l'aspiration a été telle que certains ont les jambes et les pieds cassés. Il faut comprendre un petit peu comment ce truc s'est passé. Comment il y a 5 mecs qui peuvent se faire littéralement aspirer dans un tuyau grand comme ça. Vous imaginez la force du truc? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Le bouchon gonflable qu'ils ont retiré doit séparer 1200 barils de pétrole, soit environ 200 000 litres de pétrole, de l'air et de l'eau de l'océan environnant. C'est tout simple, il y a un bouchon qu'ils ont retiré qui sert à séparer le pétrole de la flotte. Sauf que c'est des quantités astronomiques avec des pressions énormes. C'est censé être une simple tâche routinière, parce que la pression de l'air dans la cloche d'habitat va exercer une pression sur la colonne de pétrole. Le pétrole s'équilibre entre les deux ouvertures de tuyau, donc berce 5 et berce 6, qui est situé sur la Terre. Et là, normalement, rien de particulier, on doit pas se faire aspirer. Sauf que le problème, dans leur cas, ils ne savent pas qu'il y a une colonne d'air sous ce bouchon, et beaucoup moins de pétrole sur la longueur du tuyau. Et là est le problème. Normalement, il devait pas y avoir cette colonne d'air après le bouchon. Dès que le bouchon se dégonfle, l'air à haute pression de la cloche d'habitat est soudainement libéré. L'eau de l'océan qui les entoure se précipite avec une violence inouïe à l'intérieur et s'engouffre dans le tuyau, emportant les 5 plongeurs dans un tourbillon sauvage d'air, d'eau et de pétrole, mais aussi tous les outils qui ont volé et qui leur ont brisé les os. Et Chris, il dira même « Je me souviens que mon corps volait à travers le tuyau comme ce qui ressemblait à 100 km/h. Je me suis dit que j'étais destiné à mourir parce que j'étais à l'intérieur du tuyau. Il n'y avait pas d'air et j'allais me noyer. Je ne pouvais rien voir, j'ai senti mon corps frapper à l'intérieur du tuyau. Je retenais mon souffle aussi longtemps que je le pouvais. Je me souviens avoir entendu dire que mes poumons craquaient et que ma gorge me faisait mal à cause de la façon dont j'essayais de retenir mon souffle avant de me noyer. Quand t'as tes poumons qui commencent à craquer, c'est pas bon. C'est pas des chipsters, hein. On est sur des trucs pour respirer. Une fois le tourbillon infernal terminé, les 5 plongeurs se retrouvent dans une poche d'air. Par chance, ils se sont retrouvés dans ce truc, qui avait rien à faire là. Le tuyau, il présente en fait des ondulations au niveau des soudures et des supports placés à l'extérieur. Eh bien, ces variations d'élévation permettent à des poches d'air de se former. Ils sont les uns derrière les autres, mais totalement déboussolés et dans le noir total. Il faut savoir qu'ils savent pas dans quel sens ils sont. C'est-à-dire que si leur tête est rentrée en première, si leurs pieds sont entrés en premier, c'est très important pour la suite. Ils commencent à crier pour se situer et confirment qu'ils sont vraiment ensemble. Comprendre où ils sont dans le tuyau est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Ils n'ont absolument aucune idée de la distance qu'ils ont parcourue. D'autant que pour rappel, la section est aussi longue que 4 terrains de foot. Et ils vont commencer par établir un plan, évidemment, pour se barrer de là. Compte pas vivre dans ce tuyau. Non. Au départ, ils ne sont pas d'accord sur la direction qui les ramène à berce 6. Berce 6, hein, je vous rappelle, c'est cloche de là où ils sont partis. Parce qu'il faut savoir que s'ils vont dans l'autre sens, vers l'autre sens du tuyau, eh bien, il y a un bouchon et ils ne pourront pas sortir. C'est-à-dire que l'autre côté est fermé. Donc les mecs sont littéralement allongés comme ça, les bras serrés parce qu'il y a 76 cm, essayez, vous allez voir, vous bougez pas beaucoup, et ils savent pas dans quel sens aller, ils ont une chance sur 2. Après quelques discussions, ils vont décider de prendre une décision et de traîner tout le groupe vers l'une des sorties. Je vous rappelle qu'ils sont dans du pétrole, ça glisse énormément, 76 cm, il y a pas de place, il fait noir total, il y a presque pas d'air, il y a des toutes petites poches d'air, on peut à peine respirer, et l'air qui respire, il est saturé en huile, en pétrole, genre c'est dégueulasse. Ils sont ouverts de partout, ils ont les pieds explosés. L'avocat du Conseil de l'Europe a déclaré lors du comité d'enquête: nous souhaitons informer les personnes dans la salle et celles qui regardent virtuellement que les images et l'audio récupérés contiennent des contenus affligeants de l'expérience déchirante des plongeurs. Donc l'avocat il a dit les gars, la vidéo qu'on va lancer là, c'est très chaud. En voici un petit extrait. On est 1 heure plus tard, 1 heure après l'aspiration. Et là, ils vont rencontrer un problème, un très gros problème, parce que l'eau est en train de monter. Ils tiennent la tête hors de l'eau, mais le premier de la file remarque que son visage est à seulement 15 cm du bord du tuyau. T'as le tuyau, il y a ça pour respirer, quoi, hein, voilà. Et il n'y a aucun moyen de continuer, d'autant que certains hommes sont gravement blessés et ne pourront plus bouger longtemps. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, ils sont un petit peu bloqués. Déjà parce que après ils peuvent plus respirer, en plus il y en a qui sont complètement explosés, ils arrivent au bout de leur force, ils peuvent plus bouger. Donc imaginez nager sous l'eau vers un endroit dont on n'est pas sûr que c'est le bon, c'est pas possible. Le groupe décide que Chris et Kazim essaieront de retenir leur souffle et de voir s'ils peuvent trouver une autre poche d'air. Ils promettent qu'ils se battront pour sortir et revenir avec
des secours. Ils tiennent leur visage hors de l'eau le plus longtemps possible pour prendre un dernier souffle et nagent vers l'avant à la recherche d'air. Et à ce moment-là, en fait, ils vont réussir à atteindre une seconde poche d'air qui est un petit peu plus proche de la sortie. Ils trouvent 2 de leurs réservoirs de plongée dans cette section. Donc là, c'est vraiment un miracle. Ils tombent littéralement sur leur bouteille d'oxygène qui était restée là. C'est comme si c'était tout ce dont ils avaient besoin pour s'échapper. Ils utilisent presque les 2 bouteilles d'oxygène pour se déplacer dans la section suivante. Mais les blessures de Karim deviennent de plus en plus graves et il ne peut plus se déplacer du tout. Ensemble, ils vont décider que Kazim reste dans cette poche d'air et que Chris prenne ce qui reste d'oxygène pour nager jusqu'au bout du tuyau. Donc là, il reste un seul type qui part tout seul pour essayer de sortir, déjà à voir s'il y arrive, pour aller chercher de l'aide. Chris va placer la bouteille d'oxygène devant lui, parce qu'évidemment il peut pas la mettre sur son dos, il y a 0 place. Donc il la met vraiment comme ça, il nage comme ça dans du pétrole avec sa bouteille d'oxygène. Et là il va se propulser vers l'avant autant qu'il peut, dans un espace de 76 cm de diamètre. Mais lorsqu'il arrive à l'extrémité montante du tuyau, donc là il arrive vraiment dans l'angle, hein, il est arrivé là, il s'est poussé comme ça, il est arrivé dans cet angle, et bien une pensée effrayante va le frapper. Et si c'était le berce 5 et non le berce 6? Le berce 5 c'est celui qui est bouché, qui est de l'autre côté, parce qu'il savait pas dans quel sens où aller, je rappelle. Le berce 6 c'est bien hein, là où il y avait la cloche, et lui il est ouvert, par là ils peuvent partir. Peut-être. Parce que s'il s'est trompé de direction, je vous rappelle qu'il a plus d'oxygène. Il y a ses 5 potes qui bouchent après la suite. S'ils ont pris la mauvaise direction, eh bien, là, c'est foutu. Il va prendre une impulsion vers le bas du tuyau pour remonter afin de voir si c'est ouvert, si c'est le bon endroit. Il fait une prière et se pousse vers le bas pour remonter à la surface. Et par une chance inouïe, il est au bon endroit. Il est au berce 6, c'est-à-dire que le tuyau est ouvert. Il est revenu au niveau de la cloche, là où ils se sont fait aspirer. Il se retrouve donc désormais dans la cloche d'habitat du début. Il cogne et crie pour essayer d'attirer l'attention du reste de l'équipage du navire. Finalement, l'un d'entre eux l'entend et vient le chercher. Chris dira « J'ai commencé à voir un peu de lumière dans l'habitat. Je jure devant Dieu que c'était l'ange de la mort qui venait pour moi. Je me suis dit que c'était la lumière dont les gens parlent. » La fameuse lumière au bout du tunnel, lui, il pense l'avoir vue. Tu m'étonnes. Chris, évidemment, il est complètement rincé. Il explique tout, qu'il y a des poches d'air dans le tuyau et que tous les autres sont toujours en vie, mais que évidemment le temps presse et qu'il faut aller vite pour aller les sauver. Il supplie plusieurs personnes de secourir les plongeurs avant qu'une ambulance ne l'emmène à l'hôpital général de San Fernando. Une fois la situation expliquée, des plongeurs secouristes vont dans l'eau et tapent à différents endroits du tuyau pour repérer les plongeurs qui sont à l'intérieur. Et le truc le plus effrayant, c'est que les plongeurs secouristes, ils vont venir taper comme ça à l'extérieur, ils plongent dans l'eau autour du tuyau et on leur répond. C'est-à-dire qu'il y a des mecs à l'intérieur du tuyau de pétrole qui leur tapent dessus, quoi, c'est un délire. À l'intérieur du tuyau, on imagine le soulagement immense des 4 plongeurs. Ils ont la certitude d'avoir été retrouvés et que des moyens vont être déployés depuis le navire au-dessus d'eux pour les aider et les sortir de là. Sauf que l'horreur dans l'horreur, personne ne viendra les sauver. Personne ne viendra chercher ces mecs qui sont bloqués dans un tuyau de pétrole à 16 mètres de profondeur. Ils vont les abandonner dans ce tuyau. Vous avez bien entendu. Non seulement ils souffrent de leurs blessures, mais ils luttent maintenant pour respirer. L'air est de plus en plus âcre et huileux. Chaque seconde qui passe fait augmenter la teneur en dioxyde de carbone. Et leur respiration est de plus en plus difficile. On peut se demander, mais que foutent les secours, hein? Pourquoi ils y vont pas? On peut comprendre, et à la fois, on a du mal à comprendre. Certains vont prétendre que la compagnie pétrolière a empêché les plongeurs sauveteurs d'entrer dans le tuyau pour sauver les 4 hommes. Tandis que la compagnie pétrolière affirme qu'il n'y avait pas de plan viable pour les faire sortir. La compagnie pétrolière, apparemment, elle avait peur d'un suraccident. C'était tellement dangereux qu'ils ont dit on n'envoie personne, on les laisse dedans. On veut pas d'autres morts. Parce qu'il pouvait y avoir apparemment un second problème de delta P, donc d'aspiration, ça pouvait recommencer. Certains pensent même que les hommes étaient déjà morts et que les coups provenaient d'autre chose. La garde côtière et les membres de leur famille ont une toute autre version des événements. Et les faits sont accablants pour la compagnie pétrolière. Il est irréfutable que les 4 plongeurs étaient vivants le vendredi 25 février 2022, lorsque Chris a été secouru, c'est-à-dire que quasiment un jour plus tard. 2 autopsies ont été réalisées, et bien qu'elles ne s'accordent pas sur l'heure exacte du décès, elles s'accordent bien sur la date. Et certains semblent avoir survécu jusqu'au lundi. Nous ne savons pas si les hommes sont morts de leurs blessures, ou s'ils se sont noyés en essayant de nager jusqu'à l'un des tuyaux, ou du moins jusqu'à la sortie. Peut-être que dans un dernier élan, ils ont tenté un truc, et en fait ils se sont noyés. Mais en revanche, ce que l'on sait, c'est qu'ils sont morts d'une effroyable agonie, comprenant que personne ne viendrait les aider. Bon, 9 mois après la tragédie, Chris, donc le seul survivant, a témoigné lors d'une commission d'enquête. Il a notamment indiqué que si l'incident était survenu lorsqu'ils étaient encore en équipement de plongée, cela ne les aurait pas sauvés pour autant, bien
au contraire, voici ce qu'il explique. Parce qu'en gros, il y a un mec durant l'enquête qui dit « Ouais, pourquoi vous n'avez pas gardé votre équipement de plongée? Ça vous aurait sauvé. » Et Chris, il va dire « Non, 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 regarde ce que ça aurait fait. Vous avez besoin de l'équipement de plongée pour entrer dans la cloche d'habitat. Une fois dans cette cloche, vous devez démonter l'équipement de plongée pour effectuer le travail. Je mets au défi tout plongeur ou superviseur de dire qu'il pourrait avoir cet équipement dans une atmosphère claire, sans flottabilité, et faire n'importe quel type de travail de tuyauterie. » Donc là, il dit qu'avec tout cet équipement de plongée, c'est impossible de travailler et qu'il faut l'enlever. L'équipement de plongée n'était donc pas pertinent. Si j'avais eu cet équipement de plongée et que cette aspiration avait eu lieu, ma tête serait restée dans le casque et mon corps aurait été dans le tuyau. S'il avait gardé l'équipement de plongée, il aurait été décapité, hein, tout simplement. Donc en fait, c'est de se foutre à poil qu'il a sauvé. Par à poil, façon de parler. Un expert de la gestion des risques dira notamment de ce drame: il y a des règles fondamentales que vous apprenez. Celle qui me vient à l'esprit est que nous ne faisons pas confiance aux vannes et nous ne faisons pas confiance aux bouchons de pipeline. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'ils peuvent échouer à tout moment. Ils peuvent dysfonctionner. Le principe est très simple, ne faites jamais confiance à ce que vous ne voyez pas. Tout ce qui est bouchon ou vanne à l'intérieur du tuyau doit rester totalement suspect. Et toutes les règles de sécurité doivent être prises si ces vannes et ces bouchons peuvent engendrer des problèmes. Là, c'est un petit peu tendu parce que cet expert, il dit « Ouais, bah les gars, vous avez fait confiance au matériel que vous voyez pas à l'intérieur, aux bouchons notamment, et donc t'aurais pas dû faire confiance aux bouchons. » Je pense pas qu'il est en train de la câbler, mais il dit quand même un truc un peu limite. Est-ce qu'ils ont leur part de responsabilité? Est-ce qu'ils auraient dû refuser ou faire d'autres systèmes de sécurité avant d'ouvrir quoi que ce soit? Eh bien, c'est encore en cours. Mais alors, qui est responsable? L'avocat de la compagnie pétrolière maintient que la société n'avait absolument aucune responsabilité légale de sauver les 5 plongeurs piégés à l'intérieur du tuyau. La commission d'enquête a entendu dire par l'avocat que la seule obligation de la compagnie était de soutenir les plans d'urgence et de sauvetage d'action des sous-traitants. Par exemple, s'ils avaient besoin de bateaux ou de transporter du monde, la compagnie pétrolière devait les aider. Mais visiblement, les sous-traitants, ils avaient pas trop de moyens de sauvetage, donc en fait, il n'y avait aucun système de sauvetage qui avait été envisagé. La compagnie pétrolière a affirmé qu'elle ne savait pas que les plongeurs étaient dans le pipeline entre 14h45 et 17h30 le 25 février 2022. Le personnel n'en a pris connaissance que lorsque Chris a émergé. C'est-à-dire que la compagnie pétrolière a compris qu'il y avait 5 mecs qui étaient aspirés, que lorsque l'un d'entre eux a réussi à sortir. C'est complètement incroyable. Il n'y a aucun suivi, c'est-à-dire qu'on les a balancés dans l'eau, allez, démerdez-vous, allez déboucher les chiottes, et ils se sont fait aspirer. Mais aussi la connaissance de la compagnie pétrolière sur l'état du tuyau était inadéquate, ignorant l'emplacement et l'état du bouchon, mais également l'état des plongeurs. Paria a ensuite appris que des dangers résidait et a supposé qu'il y avait une teneur importante de pétrole dans les tuyaux, bloquant tout secours. Cette hypothèse a été soutenue lorsque Chris est revenu couvert de pétrole. La compagnie pétrolière ne savait pas qu'il y avait du pétrole dans son tuyau. Et ils ont envoyé des mecs, enfin normalement ils devaient pas entrer dedans, mais voilà, ils se sont fait aspirer à cause de ça, en partie. À ce jour, aucun rapport final ni aucune responsabilité n'est pointé du doigt. Et Chris, il dit ça aujourd'hui, hein, il n'y a pas si longtemps. Maintenant, je m'inquiète que nous allions de retard après retard, jusqu'à ce que toute cette affaire soit balayée sous le tapis. J'espère que cela ne se produira pas, mais cela m'inquiète beaucoup. Parce que lui, c'est qu'un pauvre employé, on va dire, hein, un sous-traitant qui va déboucher, on va dire, des tuyaux de pétrole en pleine mer avec zéro sécurité, et donc il est dans un procès face à une compagnie pétrolière qui pèse des milliards de pétrodollars. Est-ce que cette affaire sera enterrée sous le tapis? Il y a de fortes chances. Est-ce que ça aboutira à quelque chose? Je n'en sais rien. J'espère qu'en tout cas, lui sera lourdement dédommagé, je lui souhaite. Vous imaginez le trauma, il perd tous ses amis, ses collègues, il a vécu l'enfer, l'angoisse, toute sa vie, ça va le suivre. J'espère que vous aurez apprécié. Cette histoire était complètement folle. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, évidemment, comme d'habitude. Merci à tous, portez-vous bien et attention aux tuyaux.